Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur un exercice de test d'hypothèse sur un cas de moyenne. Donc on va vraiment traiter que la moyenne dans cet exercice. Comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description de la vidéo, juste en dessous. Prenez votre temps pour lire l'énoncé, voire même pour faire l'exercice par vous-même, avant de regarder la correction qui va suivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit deux types de fils d'apparence indiscernable, mais dont les résistances moyennes sont de 100 grammes et de 120. D'ailleurs, oui, je ne connais pas trop l'unité, parce que je crois que c'est un petit exercice de physique, mais voilà ça. Mais bref, on va dire 100 G, on va dire comme ça, et de 120 G. On suppose que les résistances à la traction, X de ces fils, se répartissent autour de leur moyenne, suivant les lois normales, de même écart type, sigma égale 10G. Ce sigma, il n'est pas du tout insignifiant, il n'est pas du tout anodin. Le sigma qu'on vous donne ici, c'est l'écart type de la population. Et oui, parce qu'on vous dit bien, on suppose que les résistances de ces fils se répartissent autour de leur moyenne suivant les lois normales de même écart type. Donc là, on donne une information qui concerne la population. Donc ça va être très important pour nous, pour notre test. Enfin, pour nos tests. Alors, on dispose d'un lot de fils dont on ne connaît pas le type, mais dont on sait qu'il est le même pour tous les fils du lot. Le tirage d'un échantillon aléatoire de 4 fils seulement, donc un très très petit échantillon, doit permettre de deviner ce type. Alors, la question 1, c'est certainement peut-être la question la plus difficile. On vous dit, formulez le test en privilégiant l'hypothèse. Alors, vous devez formuler le test, c'est-à-dire que vous devez écrire le test sous la forme H0, H1, hypothèse nulle, okay, on appelle aussi hypothèse privilégiée, et H1, l'hypothèse alternative. Formulez le test en privilégiant l'hypothèse, écoutez bien, dont le rejet à tort entraînerait les conséquences les plus fâcheuses. Je vous rappelle qu'on parle de résistance à la traction de fil. Donc plus la résistance à la traction est grande, mieux c'est. Bon. Alors, si vous n'avez pas compris la question, vous allez faire quelque chose de très simple. Vous allez enlever le à tort de la question. Enlevez le à tort, cachez-le. Relisez la question. Formulez le test en privilégiant l'hypothèse, donc c'est-à-dire H0, dont le rejet, c'est-à-dire je rejette H0, donc je décide H1, entraînerait les conséquences les plus fâcheuses. La conséquence la plus fâcheuse, du coup, ici, ce serait que la résistance moyenne soit de 100 G. Ok? Donc normalement, si la question avait simplement été formuler le test en privilégiant l'hypothèse dont le rejet entraînerait les conséquences les plus fâcheuses, j'écrirais 120 et 100. Mais comme on nous dit le rejet à tort, vous inversez, c'est le H0 qui va prendre la valeur 100. Et donc on écrira mu égale mu0 égale 100. Et donc mu égale mu1 égale 100. Voilà. Ok? Bon, je t'avoue que c'est une drôle de question. Alors, sachant que le risque de première espèce. Alors, je vais noter les informations quand même de l'énoncé. Donc, je vous rappelle, on nous dit que sigma, donc l'écart type de la population, vaut 10, et on nous donne un échantillon de 4 fils. Sachant que le risque de première espèce est de 1%, donc alpha vaut 1%. Alors, je l'ai déjà dit dans les deux vidéos, mais pas grave, je vais le répéter à chaque début de vidéo. Vraiment, pour ceux qui ont du mal, suivez ma playlist qui s'appelle Test d'hypothèse, mais suivez-la dans l'ordre des vidéos. Pour bien comprendre que, parce que, en fait, au fur et à mesure des vidéos, je vais éviter de toujours me répéter, et je considérerai que, par exemple, vous savez que le risque de première espèce, je le note alpha, etc. Ok, donc suivez vraiment l'ordre, vous allez voir, c'est plus clair, comme ça. Et que la résistance moyenne à la traction des 4 fils est de 110 G, donc là on nous donne la valeur de X bar, c'est-à-dire on nous donne la moyenne dans l'échantillon. Que peut-on en conclure quant au lot de fils dont on dispose? Donc en gros, on vous demande de résoudre ce test avec ces informations. En fait, on vous demande de faire un test d'hypothèse. Bien, c'est parti, on est sur un cas de moyenne. Donc je vous rappelle que la première chose à dire, c'est d'établir la loi de la variable d'échantillonnage, qui est X bar. Okay, je vous rappelle que X bar suit une loi normale de paramètre mu, son espérance, et sigma sur racine de n pour son écart type. Vous devez apporter une justification. Alors,
normalement, là, il y a une justification qui consiste à dire que la taille de l'échantillon est supérieure à 30. Bon, ben, là, ce n'est pas du tout le cas, hein, n égale 4. La deuxième, c'est tout simplement de dire, donc, car la population est normale. Et si on regarde dans l'énoncé, regardez bien le deuxième petit paragraphe, enfin, à partir de la troisième ligne de l'énoncé, qu'est-ce qu'on vous dit? On suppose que les résistances à la traction de ces fils se répartissent autour de leur moyenne suivant les lois normales. Ça veut donc dire que la population est supposée normale, et le fait que la population est supposée normale, c'est une bonne justification pour pouvoir dire que x bar suit une loi normale aussi. Ok. Sinon, on prend n supérieur à 30, c'est aussi suffisant. Bien, alors posons alpha. Le risque de première espèce. C'est quoi alpha? C'est la probabilité de décider H1, sachant que c'est H0 qui est vrai. Donc je décide H1 à la fin. Bien sûr, alpha, c'est un risque d'erreur, hein, c'est une erreur. Donc même quand on prend une décision, il y a toujours un risque d'erreur. C'est pour ça que le risque d'erreur alpha, c'est la probabilité. Donc à la fin, on dit c'est H1 qui est vrai. Mais en fait, sous ce risque d'erreur, c'est H0 qui est vrai. Alors, la probabilité de décider H1. Quand vais-je, c'est la question qu'il faut se poser, quand vais-je décider H1? Ce qu'on appelle la région critique. Ben, étant donné que H1 suppose une moyenne qui est supérieure à celle d'H0, ouais, eh bien, je déciderai H1 lorsque la moyenne de l'échantillon sera tout simplement supérieure à ce que j'appelle dans toutes mes vidéos une valeur significative que je note pi. Ok. Parce que là, vous allez me dire, parce que je sais, il y a des petits malins qui vont me dire, bah monsieur, la moyenne, elle vaut 110, donc c'est plus petit que 120, donc c'est H0 qui est vrai. Bah, déjà, on pourrait dire l'inverse. 110, c'est plus grand que 100, donc c'est peut-être H1 qui est vrai. Mais même, vous ne pouvez pas vous baser sur la valeur de l'échantillon pour conclure sur un test d'hypothèse. Pourquoi? Parce que je le dis, il n'y a pas de significativité. Il y a ce qu'on appelle des erreurs d'échantillonnage qu'il faut éliminer, et c'est la valeur de pi qui va nous permettre d'éliminer ces erreurs d'échantillonnage. Bien sûr, avec un certain risque d'erreur. Donc, sachant que, en réalité, la moyenne vaut 100. Alors, sous alpha, c'est-à-dire sous alpha, c'est-à-dire si je considère alpha, bah, c'est H0 qui est vrai. Je viens de le dire. Donc, si H0 est vrai, je vais pouvoir dire que x bar suit une loi normale, mais la moyenne, la mu, je vais pouvoir prendre celle de H0, puisqu'on a dit que H0 est vrai sous alpha. Autrement dit, on aura mu0, sigma sur racine de n. Est-ce que la distribution est spécifiée? Parce que ça, c'est fondamental de vous poser la question, sinon vous allez voir au cours de l'exercice. Quand on se pose la question, est-ce qu'une distribution est spécifiée? On se demande, est-ce qu'on connaît les paramètres de la loi? Est-ce qu'on connaît mu0? Bah oui. Est-ce qu'on connaît sigma ici? Oui. Est-ce qu'on connaît n? Oui. Donc sans problème, nous allons dire que la distribution, la dist, est spécifiée. Mais elle n'est pas tabulée. Elle est non tabulée. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a une seule table de Gauss, c'est celle pour une loi normale dont l'espérance vaut 0 et l'écart type vaut 1. Donc cette loi normale-là n'a pas de table. C'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas tabulée. Mais c'est pas grave. On sait comment, à partir d'une loi normale, on peut obtenir une variable centrée réduite. Ça, vous devez le savoir. Hein. C'est la base des bases. Avant de faire les tests d'hypothèse, vous avez forcément étudié les lois de probabilité. Donc vous devez savoir comment on passe d'une loi normale quelconque à une loi normale centrée réduite. Bien sûr, je vais le dire, hein, je vais le rappeler. Mais... Donc, je vais poser une variable que je vais noter U. Et donc, comment on passe d'une variable normale quelconque à une variable centrée réduite? On retire son espérance et on divise par son écart type. Et ça suivra bien une loi normale de paramètre 0,1. Donc, alpha, je vais réécrire comment? Donc, on a dit que c'était la probabilité que x bar était supérieur à pi. Le sachant que, vous pouvez l'enlever maintenant.
Donc, le x bar, je vais le transformer avec sa variable centrée réduite, mais les transformations, les changements que j'ai fait à x bar, je dois les faire à pi. Donc, je dois aussi faire pi moins mu 0 sur sigma sur racine de n. Ouais. Et ça, là, tout ça, on va le noter u alpha. Donc, on va écrire tout simplement P de U supérieur à U alpha. Et, en trouvant la valeur de U alpha, on va trouver la valeur de pi. C'est l'objectif du test d'hypothèse, c'est trouver la valeur significative pour pouvoir conclure sur le test. Bah, écoutez, alpha, c'est bête, j'ai noté. Alpha vaut 1%. Alors, je vous rappelle que pour lire dans la table de Gauss, vous devez avoir du inférieur. Donc, ce que je vais faire à droite, puisque je suis obligé, c'est que je vais écrire inférieur à U alpha. Ouais. Mais à gauche, attention, un changement implique un deuxième changement quand on fait des transformations avec une variable normale centrée réduite. Le fait que j'ai transformé le supérieur en inférieur, il va falloir à gauche écrire 1 moins 0, 0. Donc on va se retrouver avec du 0,99 égale P de U inférieur à U alpha. Bon, mon feutre noir commence à fatiguer, mais normalement, pour cet exercice-là, ça devrait être suffisant. Et donc le but, c'est d'aller chercher la valeur de U alpha. Alors comment on fait? Eh bien, vous prenez votre table de Gauss. Hop. Donc sur la première colonne, vous avez les dixièmes. Sur la première ligne, vous avez les centièmes. Et là, d'ailleurs, vous avez les 0,5. Attention, le 0,99, vous devez aller le chercher à l'intérieur de la table. C'est-à-dire ici, à l'intérieur. Voilà, pas à l'extérieur. Donc, allez chercher 0,99, enfin, en tout cas, la valeur qui se rapproche le plus de 0,99, et vous lisez le chiffre des dixièmes sur la première colonne et le chiffre des centièmes sur la deuxième. Enfin, sur la première ligne, pardon. Ok, donc vous allez chercher 0,99 à l'intérieur et vous lisez la valeur à l'extérieur. Allez dans ma playlist loi de probabilité continue, j'ai fait plusieurs vidéos avec énormément de cas, j'explique tout ça très très en détail. Et normalement, si on est d'accord, vous devez trouver un U alpha qui vaut 2,33. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que U alpha, c'était égal à pi moins mu 0 sur sigma sur racine de n. Donc là, je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs que je connais. U alpha, on vient de dire 2,33. Pi moins mu 0 qui vaut 100. Sigma vaut 10. Et n vaut 4, donc racine de 4. Donc là, vous avez une toute petite équation à résoudre. Je vous fais confiance. Et vous allez trouver un pi qui vaut 111,65. Ok, 111,65. Alors, j'ai pas fini, puisque là, je vais devoir conclure sur le test. Et donc, je vais devoir écrire ce qu'on appelle la règle de décision. Alors, je l'écris uniquement de manière formelle, pas de manière littérale. Donc, la règle de décision, en fait, on donne la taille de l'échantillon, 4. Donc, si, qu'est-ce qu'on avait dit? On décidait H1 si x bar était supérieur à pi. Donc, si x bar est supérieur à 111,65, alors je déciderai H1, sachant que alpha vaut 1%. Alors, en conclusion, les amis, x bar vaut 110. Il me semble que 110, c'est inférieur à 111,65. Donc, je décide l'autre hypothèse, je décide H0.
Alors le pi, je vais le noter ici parce qu'on va en avoir besoin après. Hop là. Hop, bien. Donc là, on a fait un test tout à fait ordinaire. Alors, troisième question, calculer la valeur du risque de seconde espèce. Le risque de seconde espèce, c'est, enfin on le note en tout cas, bêta. Et on vous demande de calculer ce risque. Bêta, c'est l'inverse de alpha. Alpha, c'est la probabilité de décider H1 alors que c'est H0 qui est vrai. Bêta, c'est la probabilité de décider H0 alors que c'est H1 qui est vrai. C'est donc la probabilité, je vous rappelle qu'on décide H1 si x bar est supérieur à pi. Donc on décide H0 si x bar est inférieur à pi. Sachant qu'en réalité, mu vaut 120. Alors bien sûr, il est évident que cette fois-ci, sous bêta, c'est H1 qui est vrai. Hein, sous alpha, on avait dit que c'était H0 qui était vrai, sous bêta, c'est H1 qui est vrai. Donc, ma variable d'échantillonnage suivra, en fait là, vous voyez, je refais en fait la même procédure qu'avec alpha, mais pour bêta. Donc x bar suivra une normale, mais puisque sous bêta c'est H1 qui est vrai, dans ces cas-là, je prendrai non plus mu0, mais mu1 pour l'espérance. Et bien sûr, sigma sur racine de n, ça ne change pas. Est-ce que la distribution est spécifiée? Est-ce qu'on connaît tous les paramètres? Oui. Donc la distribution est spécifiée, mais comme ce n'est pas une loi normale centrée réduite, elle n'est pas tabulée. Ouais, donc on va réécrire un U, hein, majuscule, donc ça sera x bar moins son espérance, cette fois-ci, attention, mu1, hein, okay, sur sigma sur racine de n, on dira que ça suivra bien une loi normale centrée réduite, et donc on écrira bêta, égale donc probabilité, donc au lieu du x bar, on écrira U, inférieur, et les modifications que j'ai apportées à x bar, je vais devoir les apporter à pi, donc j'écrirai encore une fois pi moins mu1 sur sigma sur racine de n. Et ça, je le noterai U bêta. Ouais. Alors moi, je dois trouver bêta. Là, dans la question précédente, on me donnait alpha. On disait qu'alpha valait 1%. Si je veux trouver bêta, il me faut forcément connaître U bêta. Parce que pour connaître l'un, il faut connaître l'autre, d'abord. Donc je suis censé connaître U bêta, mais il n'y a pas de problème. Parce que pi, je le connais, je l'ai calculé à la question précédente. mu1, pardon, je le connais. Et les autres informations, je les connais aussi. Donc U bêta, qui vaut donc pi moins mu1 sur sigma sur racine de n. Hop, donc on dira U bêta égale donc 111,65 moins mu1, 120. Ne soyez pas surpris que ce sera négatif. C'est pas du tout, ne soyez pas surpris. La valeur qui est à l'intérieur de la probabilité peut être négative sans aucun problème. Donc moins 120 sur sigma, donc 10 sur racine de 4, ça fait 2. Et donc vous allez trouver un mu bêta, enfin U bêta, pardon, de moins 1,67. Donc moins 1,67. Donc je vais pouvoir écrire quoi? Bêta égale probabilité que U est inférieur à moins 1,67. Alors pour lire dans la table de Gauss, vous avez besoin du inférieur. Ça c'est OK, j'ai bien du inférieur. Par contre, la table de Gauss ne lit pas de valeur négative. Attention, le 1,67, cette fois-ci,
comme c'est la valeur à l'intérieur de la probabilité, vous devez aller la chercher ici sur la première colonne et la première ligne. C'est-à-dire, vous devez aller chercher 1,6 sur la première colonne et 0,07 sur la première ligne. Et en croisant les deux informations, vous trouverez la valeur. Mais attention, moi j'ai moins 1,67 et je viens de vous dire que c'est problématique parce que là, je peux lire 1,67 dans la table, mais je ne peux pas lire moins 1,67. Donc ce que je peux faire comme modification, c'est qu'au lieu de bêta, j'écrive 1 moins bêta, et le signe moins, je peux le retirer. Voilà. Ok, donc vous pouvez retirer, donc bien sûr, vous conservez le inférieur, j'ai besoin du inférieur, mais vous enlevez le signe moins, et vous écrivez 1 moins bêta à gauche. Et donc en coupant les deux informations, normalement, vous allez trouver donc 1 moins bêta, qui vaut, alors, je prends toutes les décimales, 9,52,54. Et donc on en déduit bêta, je mets tout de suite en pourcentage, donc vous multipliez par 100 le résultat de votre calculatrice, ça fait 4,75%. Voilà, la valeur de bêta. Bien. Alors, je vais pouvoir effacer le pi, bah non, pas le alpha, mais c'est pas grave. Et on passe à la question suivante. Alors, on nous dit, quel devrait être l'effectif de l'échantillon? Autrement dit, donc, pour la question 4, nous devons chercher la valeur de petit n pour que les probabilités d'erreur de première et de seconde espèce soient égales à 0,01, c'est-à-dire que alpha est égal à bêta est égal à 1%. Déterminer alors l'espace d'acceptation de l'hypothèse H0. Alors, bon, déjà, vous voyez que alpha, donc, il reste égal à 0,01, mais bêta, il passe aussi à 1%. Et on doit déterminer donc la taille de l'échantillon. Alors, ben, écoutez, on va partir de la procédure habituelle, on va écrire alpha, et puis on va voir ce qui se passe, et j'expliquerai en temps venu comment on détermine la taille de l'échantillon, parce que si je vous l'explique comme ça, là, vous n'allez rien comprendre. C'est en le faisant que vous allez comprendre. Donc on commence par alpha. Donc alpha, c'est la probabilité donc, que x bar soit donc, supérieur à pi, le sachant que, encore une fois, on s'en fiche. Donc là, vous imaginez qu'on transforme en une variable normale centrée réduite, nanana. Vous reprenez un petit peu la même procédure que la première et la deuxième question. Donc je saute quelques étapes. Et donc on aura 0,01 égale P de grand U supérieur à U alpha. Okay, avec U alpha, donc pi moins mu 0 sur sigma sur racine de n. Vous voyez, ça c'est... J'ai sauté quelques étapes, mais vous comprenez, on arrive à un moment donné ici. Donc là, je vais aller chercher la valeur de U alpha. Donc on a du supérieur, c'est pas bon. Il me faut du inférieur, donc j'écrirai 1 moins 0,01 là-bas. Oui. Donc on aura du 0,99 et donc en fait on va retrouver la valeur de la première question, c'est-à-dire 2,33. Donc je vais remplacer, regardez, je vais écrire une équation, donc je vais écrire 2,33 égale pi, que je ne connais pas. Ah non, je ne connais pas pi. Vous allez me dire, bah si on l'a calculé juste avant. Bah oui, mais la valeur de bêta a changé. Si la valeur de bêta a changé, la valeur de pi a changé aussi. Donc on ne le connaît pas. Moins mu 0, donc 100, sur, donc sigma c'est 10, 10, donc on aura 10 divisé donc par 2, ça fait 5. Ok, permettez-moi d'écrire aussi tout de suite, ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer, pardon, oh là là, tant pour moi, on ne connaît pas n. Sinon, pardon. Voilà, 10 sur racine de n. Pardon, tant pour moi. Vous voyez que c'est comme quoi c'est perturbant. Hop, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer pi en fonction de n. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc on aura, donc je fais passer ça là à gauche, donc on aura 2,33 multiplié par 10 sur racine de n est égal à pi moins 100. Et donc je vais en conclure que pi, je vais l'appeler pi alpha, même, est égal donc à 2,33 fois 10 sur racine de n plus 100. Pardon. Ah mes souhaits. J'en ai beaucoup.
Voilà, ok, donc vous voyez, j'ai exprimé pi en fonction de petit n. Ok. Et je vais faire la même chose avec bêta. Je peux déjà dire qu'on aura moins 2,33 pour u bêta, mais on va le faire quand même. Donc je vais laisser le pi alpha, apparent, puisque j'en ai besoin. Et là, donc on est parti avec bêta. Donc bêta, on sait que c'est la probabilité que x bar soit inférieur à pi. Donc je transforme en variable normale centrée réduite, donc 0,01 égale p de u inférieur à u bêta, avec u bêta qui vaut pi moins mu1 sur sigma sur racine de n. Donc j'ai bien du inférieur, c'est cool, mais le problème c'est que 0,01, je ne peux pas lire ça dans la table de Gauss. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surtout garder mon inférieur. Je vais mettre un moins devant le u bêta. Et comme j'ai fait un changement, à gauche, je vais écrire 1 moins 0,01. Okay. Voilà. Donc on aura 0,99. Donc vous allez retrouver 2,33. Mais 2,33, ce sera la valeur de moins u bêta. C'est pour ça qu'on dira que u bêta vaut moins 2,33. Quand les risques sont les mêmes, je pense que vous pouvez en déduire quelque chose maintenant, si vous voulez... non pas sauter des étapes, parce qu'il faut tout démontrer. Attention, hein, sinon votre enseignant ne va pas être content si vous écrivez tout de suite le résultat. Démontrez tout. Mais vous pouvez déjà vous dire dans votre tête que si les risques en fait, d'erreur sont les mêmes, bah, le U bêta, ou alors, attention, ça dépend si c'est un test, bon, mais sinon, en tout cas, les signes de U alpha et de U bêta seront de signes contraires. Voilà. Mais ce sera la même valeur. Et donc là, rebelote, on va écrire moins 2,33 égale à pi moins 120 sur 10 sur racine de n, et je vais exprimer pi en fonction de n. Et donc j'écris tout de suite, on aura pi bêta, je vais les noter comme ça, pi bêta, on aura moins 2,33 multiplié par 10 sur racine de n, plus 120. Voilà. Eh bien écoutez, pour déterminer la taille de l'échantillon, vous comprenez que les deux pi là doivent être égaux. C'est logique. Ok ? La taille, puisque les risques d'erreur, ici on vous les donne, alpha doit être égal à 0,01, bêta doit être égal à 0,01. La seule possibilité donc, pour trouver la taille de l'échantillon, c'est que les deux valeurs critiques, les deux valeurs significatives doivent être les mêmes. Parce que quand vous prenez votre décision DH1 ou DH0, le pi c'est le même. Si pi vaut 120, alors je décide H1 si c'est supérieur à 120, et je décide H0 si c'est inférieur à 120. Donc vous comprenez. Voilà. Et donc on va égaliser pi alpha et pi bêta. Et on va résoudre une équation. Donc c'est parti, donc on va avoir 2,33, 10 sur racine de n, plus 100, égale à moins 2,33 fois 10 sur racine de n, plus 120. Ouais. Alors écoutez, on va regrouper les racines de n. Donc le 2,33 là, je vais le laisser tranquille à gauche. Et le moins 2,33 là, je vais le passer à gauche, donc ça va devenir plus 2,33 fois 10 sur racine de n, bah c'est bien, c'est la même chose, hein, donc on aura 2 fois ça en fait, égal, donc à droite je vais laisser le 120, et le 100 je le fais passer à droite, donc ça fait moins 100. Oh là, le feutre noir, je jette tout de suite après cette vidéo. Hein. Donc là, écoutez, vous pouvez dire c'est 2 fois 2,33, mais le mieux c'est de factoriser par 1 sur racine de n. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, ça, je fais quand même la ligne, regardez, je peux dire que c'est la même chose que ça. C'est pareil, hein. Je fais la même chose pour celui-ci. Égal, donc 20. C'est bon, on voit hein, quand même. Oui, oui, ok. Je vais essayer de laisser vers le bas. Et donc, vous voyez, je peux factoriser par 1 sur racine de n. Donc, je vais écrire 1 sur racine de n, facteur donc de 2,33 fois 10, plus 2,33 fois 10, égale 20. Donc, je vais faire passer la grosse parenthèse à droite. Donc, il va me rester à gauche 1 sur racine de n. Et donc, à droite, on aura 20 sur... Donc, 2,33 fois 10, ça fait 23,3. 23,3 plus 23,3, ça fait 46,6.
Et là, comme moi je veux racine de n, je vais tout simplement, je vais inverser, c'est-à-dire que je vais passer la racine de n en haut, le 1 en bas, mais divisé par 1, on s'en fout. Mais ce que j'ai fait à gauche, je le fais à droite, donc on aura à droite 46,6 sur 1. Et donc n, c'est tout simplement le carré de 46,6 sur 1. Et vous allez trouver un n qui n'est pas entier, puisqu'il vaut 5,43. Ok? N égale 5,43. Alors ça, j'avais dit dans une autre vidéo, mais je vais le répéter ici. Le fait que n ne soit pas un nombre entier, c'est problématique parce que ici, on s'intéresse à des fils. Mais vous ne pouvez pas prendre une taille d'échantillon de 5,43 fils. Vous n'allez pas couper un fil, vous voyez, avec 43% du fil. Ça n'a pas de sens. Donc la taille de l'échantillon, ça doit toujours être un entier. Donc 5,43, c'est une absurdité, mais c'est plus qu'une absurdité. Ça veut simplement dire que la compatibilité de alpha égale 1% et bêta égale 1% est impossible. Voilà. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir un alpha qui vaut 1% et un bêta qui vaut 1%. Ce n'est pas possible. Parce qu'on tombe sur une absurdité, c'est-à-dire une taille d'échantillon qui n'est pas un entier. Voilà comment on l'écrit. Du coup, on va prendre n qui vaut 5. Voilà. On prend le... Ne prenez pas 6, hein, prenez le plus proche. Hein. Comme on a 0,43, on est plus proche de 5 que de 6. Alors, je vais juste chercher ma calculatrice. 2 secondes. Alors, pourquoi je vais chercher ma calculatrice? Parce que je vais pouvoir calculer la valeur de pi. Et je ne l'ai pas fait. Le faire en corrigeant sur papier. Alors, pour le pi, soit vous prenez pi alpha, soit vous prenez pi bêta. Ça n'a aucune importance, puisqu'on a dit que les deux pi étaient égaux. Donc, ce sera la même chose, hein, ce sera la même valeur de pi. Donc, prenons pi alpha. Donc, la valeur de pi, ce sera 2,33 multiplié donc, par 10 sur racine de 5, plus 100. Et donc, faites-le en même temps que moi. Et donc, vous avez trouvé 110,42. Ok? Et on nous demande de déterminer l'espace d'acceptation. Alors, l'espace d'acceptation, c'est de décider H0. C'est ce qu'on appelle la région d'acceptation. Ok? C'est en rouge. Donc, c'est ce qu'on appelle la région d'acceptation, c'est-à-dire c'est le moment où je vais décider H0. Eh bien, on l'a dit, on décidera H0 si x bar est inférieur à pi, c'est-à-dire à 110,42. Tout simplement. D'ailleurs, si x bar qui vaut combien Ah oui, il vaut 110. Ouais, mais là, bon, c'est un piège. C'est pour ça qu'il ne vous demande pas de conclure dans la question, la dernière question. Parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est que si vous prenez exactement 5,43, vous tombez pile poil sur 110. Mais comme x bar vaut 110, on tombe sur une absurdité. Parce qu'en fait, on est en plein milieu. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il ne vous demande pas de conclure sur le test. Parce qu'en fait, en réalité, là, on ne pourrait pas prendre x bar qui vaut 110. Ce ne serait pas acceptable. Et puis de toute façon, c'est logique, puisque comme la taille de l'échantillon a changé, la moyenne de l'échantillon doit aussi changer. Donc quelque part, c'est un deuxième argument pour lequel on ne peut pas conclure sur ce test. C'est même d'ailleurs l'argument premier, j'ai envie de dire. Bien. Donc voilà. Ok. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, je souhaite à toutes et à tous un bon courage et on se dit
À très bientôt.